Donc, j'ai la charge d'être modérateur de cette deuxième table ronde. Depuis quelques années déjà, les visiteurs attendent toujours plus de nos institutions. Avec l'ère du zapping, ces attentes se complexifient. Les musées tentent d'innover grâce à leur exposition temporaire, grâce à des événements. Mais quelle est la place des expositions permanentes et surtout quelle forme de récit on peut offrir aujourd'hui à ce public dans un nouveau contexte? Donc pour répondre à cette question, 3 intervenants, 3 points de vue différents. Enfin, en tout cas, 3 fonctions un peu différentes. Donc, tout d'abord, Sophie Lévy, du musée de Nantes, qui vient de réouvrir, qui prendra d'abord la parole. Puis, Christophe Courtin, responsable du multimédia et des projets nouvelles technologies au musée des Ducs de Bretagne. Et enfin, Laurent Lebon, conservateur aussi et directeur du musée Picasso, avec une exposition permanente et on va le voir au fur et à mesure de la table ronde, peu d'espace pour du temporaire. Donc, Sophie donc, va intervenir la première à la suite d'un musée qui vient de réouvrir, donc d'une communication, d'un discours nouveau. Quelle place reste-t-il et quelle place on offre avec des expositions, une exposition permanente? Bon, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'arrive dans une situation, en fait, je suis arrivée dans cette histoire d'une rénovation du musée radicalement distincte des précédents orateurs, puisque je suis arrivée 1 an avant la réouverture. Donc je dis souvent pour plaisanter, je suis venue pour ouvrir la bouteille de champagne. Ça a évidemment beaucoup de désavantages, hein. J'ai cette illégitimité, mais en fait je me rends compte que je partage peut-être cette situation avec toi, Laurent. Une totale illégitimité, une usurpation. Enfin voilà, donc je rends à César. Blandine Chavannes a suivi l'essentiel de ce chantier et en a porté finalement aussi le destin et l'envie auprès de Jean-Marc Ayrault. Et voilà, j'ai dû accueillir d'une certaine manière beaucoup de décisions que je n'ai pas prises. Néanmoins, elle a certains avantages, cette situation. Elle a certains avantages qui est peut-être justement d'être moins liée à l'histoire du chantier et d'essayer finalement de comprendre ce moment absolument fondamental qui est la réouverture du musée, qui est un moment de jonction entre le passé et l'avenir et qui est un moment où on doit comprendre le sens de ce qu'on a fait. Puisque c'est très frappant aussi en vous écoutant, c'est quand on fait et donc on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de dire. On pense en faisant, et c'est souvent seulement après qu'on se rend compte de ce qu'on a voulu faire. Et donc l'idée, pour moi, arrivant 1 an avant, c'était de définir ce que pouvait être ce musée, le sens qu'il pouvait avoir par rapport à cette ville, et le sens qui était celui de cette extension et de ces travaux par rapport à cette ville. Ça, c'est quelques éléments de contexte avec un élément de spécificité. C'est évidemment que la collection, c'est l'un des seuls musées des beaux-arts de métropole à aller du XIIIe siècle au XXIe siècle, c'est-à-dire à avoir eu une politique d'acquisition d'art vivant inscrite finalement dans le projet du musée depuis 1840. C'est un musée qui s'est dit très très tôt on va arrêter d'acheter de l'art ancien et on va acheter l'art vivant dès 1840. Alors avec évidemment un redémarrage très fort dans les années 1990 quand Henri-Claude Cousseau a aussi... Il y a eu un choix fort qui a été de ne pas créer un musée d'art moderne et contemporain à côté, mais de continuer finalement cette histoire de la contemporanéité au musée de Nantes. Et ce qui a produit finalement ce besoin d'une extension pour montrer la puissance et l'envergure de cette collection d'art contemporain. Et aussi, bien sûr, pour relire le sens finalement du dialogue entre l'art ancien et l'art contemporain. Et c'est un peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, de manière assez à peine évocatrice, évidemment. Ça demandait aussi une petite analyse pour moi du contexte, puisque je n'avais aucun lien avec Nantes. J'ai tout de suite perçu qu'il y avait une spécificité aussi de ce musée. C'était une ville en pleine croissance. Hein. La métropole accueille 6 000 nouveaux habitants par an et elle en fait 600 000. Donc ça voudrait dire qu'en un siècle, elle pourrait doubler de taille.
Bon, bien sûr, c'est une induction qui n'a pas forcément de valeur, mais qui montre en fait une dynamique avec beaucoup aussi de nouveaux habitants qui viennent de la région parisienne. Et un développement également du tourisme qu'on n'aurait jamais pu attendre de Nantes il y a quelques années, en 10 ans. Nantes, grâce en particulier au travail du voyage à Nantes, est devenue aussi une ville touristique sans le moindre monument spectaculaire, bien sûr, le château, mais c'est pas un musée qui met en avant une tour Eiffel. Donc c'est tout le paradoxe de cette ville, c'est avoir trouvé les moyens d'être attractive sans mettre en avant de bâtiments absolument remarquables et inouïs. Et puis, autre paradoxe, par rapport à la question des beaux-arts, une relative solitude du musée, finalement. Il n'y a pas d'autres grandes structures patrimoniales. Moi, je viens de Lille, hein, je m'occupais du LAM, qui était un musée assez marginal, mais qui était l'un des musées importants de Lille, avec la piscine et le Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc, on jouait à 3, et même avec Lens aussi. On jouait avec le Louvre-Lens à la fin. Et donc, ce n'est pas du tout la même dynamique. Là, il y a une hyper-concentration. C'est pour ça que je mets monopole, entre guillemets, bien sûr. Une hyper-concentration. Il y a bien sûr d'autres musées à Nantes. Le château, mais qui traite d'histoire. Le musée d'Aubray, qui est fermé, qui va réouvrir, mais qui traite de collections complètement différentes. Et par conséquent, il y a une relative solitude du musée. Avec un avantage qui est... tout le monde regarde dans la direction du musée. Et aussi, on a pu faire... finalement la preuve qu'un musée c'est très utile, ou d'une certaine manière ça ne sert à rien, mais quand ça n'existe pas ça manque, puisque le musée est resté fermé pendant 6 ans, et ces 6 années ont été pour les Nantais une souffrance, ce qui m'a beaucoup étonnée en arrivant. Ils me disaient tous, mais c'est pas un peu fini, vous allez le rouvrir ce musée, vous allez nous rendre notre musée enfin. Et ça m'a beaucoup étonnée à quel point c'était comme un organe qui manquait à la ville. Un bras, je ne sais pas tellement quel organe finalement. Un organe un peu inutile, mais en même temps central. Et ça, c'était très intéressant, je trouve, pour moi, qui venait d'un musée plutôt marginal, à plusieurs sens du terme. Ensuite, j'ai regardé finalement, c'est ce qu'on fait quand on arrive tard dans une histoire, on regarde avec intensité, l'intensité de l'amour, enfin qu'on a tous d'ailleurs, même quand on est là depuis longtemps, on a une sorte d'intensité. Ça m'a beaucoup frappé dans vos présentations, en fait on fait corps un peu avec son lieu, donc moi je l'ai regardé de tous mes yeux et je me suis rendu compte que l'un de ses problèmes, enfin si c'en est un, c'est que c'était un lieu qui avait été conçu vraiment comme un quadrilatère clos. Et donc, on ne tourne pas en rond au musée, on ne tournait pas en rond, on tournait en carré. Et d'ailleurs, on ne savait jamais exactement où on était dans le bâtiment. On se perdait énormément parce que ce principe fait que voilà, on peut tourner éternellement en carré dans ce musée. Et en plus, il était fermé par une grille. Il avait un tout petit parvis. Il était complètement, il l'est toujours, encaissé dans la ville. Donc, il donne un sentiment d'immensité qui est un petit peu terrifiante. On est écrasé par la façade de ce musée. Donc le premier objectif des architectes a été de trouver des moyens physiques de le réouvrir. Donc là, vous voyez l'ensemble du chantier qui est assez énorme sur l'image de droite. Vous avez le palais 1900. Vous avez... il y avait un garage qui s'appelait le garage Louis XVI. Ça, c'est aussi typique de Nantes. Juste à côté d'un très beau musée des Beaux-Arts, très digne, on avait mis un garage. Un garage où d'ailleurs on mettait les voitures à la fourrière. Donc tous les Nantais se souviennent de ce garage, mais ne le regrettent pas. Et on a construit finalement l'extension à la place de ce garage. Et puis enfin, élément important aussi, la chapelle de l'Oratoire que vous voyez ici. Et qui a été déjà utilisé par le musée et qui l'est encore. Et puis il y a aussi encore un bâtiment sur la rue Clémenceau, un petit bâtiment. Donc c'est un projet en U très complexe, mais la chance qu'on a eue, c'est que ce sont les mêmes architectes qui ont traité de la totalité du sujet, de la rue jusqu'à la chapelle, et donc il y a quand même une homogénéité de regard et de point de vue par le fait que Stanton Williams, les architectes britanniques qui se sont occupés du bâtiment, ont tout vu, jusqu'à la scénographie, jusqu'à la signalétique. Donc ça amène une grande cohérence. Et puis, ce que les visiteurs... moins les visiteurs que d'ailleurs les agents du musée, quand je leur ai dit « mais c'est quoi ce musée pour vous ? C'est quoi ce qui fait le lien de tout ça, de tous ces bâtiments ?»
de toutes ces collections et ils ont parlé de l'expérience de la lumière et de l'importance de la lumière nantaise et de la manière dont le musée, qu'il soit ancien, vous voyez ici à gauche une image du patio, enfin en tout cas du bord du patio, ou que ce soit dans le nouveau musée, ce travail sur la question de la lumière naturelle et la manière dont finalement la lumière est une manière d'accéder aux œuvres, une manière de faire l'expérience d'une œuvre. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a mis la réouverture sous l'angle de la Renaissance et de l'aube, c'est-à-dire retrouver la lumière dans tous les sens du terme. Ça a été finalement notre fil rouge de réouverture. Mais ce fil rouge, c'est les gens du musée qui me l'ont donné, cette question de la lumière. Alors, à partir de là, j'ai construit un projet du musée qui dialoguer avec les deux dimensions des musées, mais que ont tous les musées, qui est la dimension de la proximité. C'est un lieu qui est d'abord et avant tout fait pour les habitants. Voilà, c'est un service de proximité finalement, hein, comme une piscine, une école. On doit s'en servir le plus souvent possible et du plus près possible, et on doit pouvoir y accéder le plus simplement possible. Et ensuite, c'est aussi le musée, ça rejoint cette idée de l'hyperlieu qui a été développée plus tôt. C'est un musée le musée est toujours un lieu du lointain, c'est-à-dire il rayonne loin. Et voilà, ça peut arriver qu'un Japonais, un Sud-Américain vous dise « Ah, Madame de Senones » ou « Ah, le songe de Joseph de la Tour ». Ce sont des images, en fait, qui peuvent flotter très, très loin dans l'imaginaire collectif. Et donc, le musée doit gérer ces deux. Donc, le projet que j'ai dessiné gère, finalement, essaie de s'adresser à ces deux dimensions essentielles du musée. Et la dimension de la proximité étant largement aussi essentielle dans le cas de Nantes à cause de cette relative solitude. Alors, le premier axe est assez banal et en fait, il est inscrit dans les collections, puisque les collections, ça c'est aussi une des phrases que je répète souvent, les collections, c'est le sang du musée. Moi, j'aurais beaucoup de mal à diriger un lieu sans collection comme le Centre Pompidou-Metz ou le Louvre-Lens. Enfin, le Louvre-Lens, c'est un peu moins... Enfin, bref, j'aurais du mal parce que pour moi, c'est les collections qui me guident en fait et qui donnent le sens. D'une certaine manière, je me laisse porter par les collections. C'est elles qui détiennent avec les murs, cette question de la lumière, le sens du lieu. Donc, assez banalement, d'une certaine manière, mais ça n'est pas complètement indifférent. Il y a cette question de comment l'art d'aujourd'hui éclaire la peinture d'hier. Bien sûr, dans un musée qui va du XIIIe siècle au XXIe siècle, c'était particulièrement pertinent, même voire évident, de se poser cette question et de voir comment faire dialoguer ces collections. Alors, je vous montre comment ça s'incarne dans l'accrochage. Ce qui était aussi intéressant, c'est que chaque conservateur, il y a un conservateur par collection. Je leur ai laissé, mais c'était aussi le cas de Blandine, beaucoup de liberté, dans leur liberté d'appréhender, leur capacité à appréhender ces échanges, et chacun s'en est saisi complètement différemment. Donc ici, en fait, la salle de Madame de Senones, on est un peu loin, mais j'espère que vous la devinez, là-bas, a été accrochée à côté d'un très grand Sigmar Polke qui avait été commandé à l'artiste comme un hommage à Madame de Senones. Donc en fait, le parcours suit un point de vue complètement chronologique et même beaucoup plus chronologique qu'autrefois. Le rez-de-chaussée est dédié à l'art ancien, l'étage du palais est dédié au XIXe siècle et à l'art moderne, et on passe naturellement au cube, qui a été immédiatement le surnom trouvé pour l'extension, qui accueille l'art contemporain. Donc on suit finalement, on est très classique et pédagogique dans le déroulé du parcours, mais néanmoins, on a voulu, les conservateurs ont voulu, et chacun à leur manière, s'emparer de la dimension anachronique, la question de l'anachronisme, qui pour moi est une question fondamentale dans les musées. C'est clair que je suis toujours d'aujourd'hui, et je parle à une œuvre d'hier. Je ne lui parle pas comme si elle était là, perdue dans son passé, hein, comme un caillou qui resterait dans son passé, bien sûr. Comme c'est une œuvre d'art, elle fonctionne parce qu'elle a une aura, une capacité à rencontrer l'aujourd'hui, à venir frémir avec moi dans le présent. Et d'une certaine manière, la capacité finalement d'instiller des œuvres d'art contemporain dans ce parcours, ça amenait finalement cette capacité aussi
le visiteur se souvienne de cet élément fondamental de l'expérience muséale qui est cette rencontre anachronique entre les temps. Et ils le comprennent. Alors bien sûr, on a des outils, mais l'accrochage lui-même a une vertu pédagogique. En tout cas, c'est ce à quoi on croit. Et avant même de lire, ils se rendent compte de ce sens qu'on a voulu glisser. Alors ça marche encore mieux dans cette salle, qui est une très grande salle de peinture d'histoire, une très grande galerie magistrale de peinture d'histoire, baignée de lumière naturelle, où vous voyez un tout petit bout d'un cigallon, un tableau de musée assez typique, un Attali. À gauche, un très beau plâtre de Frémiet qui était en kit, en réserve, et qu'on a remonté et restauré. L'œuvre terminée est à Baltimore. C'est une commande des États-Unis, en tout cas de la ville de Baltimore, à Frémiet. Et puis, une petite surprise entre ces deux œuvres, un tableau collectif de Jean-Jacques Lebel et de ses amis, qui date de 1960 et qui est une protestation contre la torture en Algérie. Un très très beau tableau plastiquement, mais également évidemment un tableau d'histoire au sens plein du terme, et qui amène justement une sorte d'énergie dans cette salle pour rappeler que la question de la peinture d'histoire n'est pas morte et qu'elle a encore une manière finalement de raisonner, d'éclairer et de secouer, de faire frémir les consciences encore aujourd'hui. Et ça, de par l'échelle et de par la force plastique de ce tableau, c'est un accrochage assez incroyable. Bon, le tableau va partir en prêt, mais on a déjà une idée pour le remplacer et c'est très excitant aussi d'imaginer ces petites incursions. Petites, mais... Alors, j'ai mis ce dernier élément parce que Cyril Sciamma, le conservateur 19e, est un joueur. On profite aussi de la personnalité des conservateurs, on les encourage. Et il est un joueur, il aime bien jouer et d'une certaine manière, il y a un plaisir aussi dans l'accrochage. Il y a un jeu aussi du visiteur. Et arrivé, donc là c'est une autruche de Catellane qui est glissée dans une salle dédiée à Barbizon. C'est aussi amener cette notion du plaisir et de la surprise au cœur de l'accrochage et de donner une autorisation aux visiteurs de se décontracter finalement, de ne pas voir seulement le musée comme un lieu d'histoire, ou plus exactement de déplacer la question de l'histoire, puisque Catellane aussi s'empare d'une forme de réalité avec des moyens et des enjeux radicalement différents de ceux de Barbizon, mais lui aussi arrive dans une manière de perturber la réalité, qui était peut-être aussi déjà le cas de ces peintres comme Daubigny ou Rosa Bonheur, avaient une manière finalement de perturber un certain rapport de l'art à la réalité. Voilà, c'était pour vous donner quelques exemples de la manière dont le musée orchestre ces dialogues anachroniques, bien sûr dans ses expositions, dans ses installations d'art contemporain dans le patio, mais également dans son accrochage. Et puis, dernier point de ce projet du musée, qui est encore un projet esquissé dont les équipes vont devoir se saisir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun musée, alors c'est évidemment lié à mon histoire personnelle, mais je me suis aussi rendu compte qu'aucun musée du front ouest, pour le moment, ne s'était saisi de cette question du dialogue transatlantique, avec les Amériques. Bon, Pont-Aven va le faire sous l'angle d'une colonie d'artistes, mais pourquoi pas le prendre sous un angle plus large. Alors évidemment, mes années avec la Terra Foundation ont résonné, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi dans les collections du musée, c'était la deuxième nationalité, très très loin derrière la nationalité française évidemment, mais c'est la deuxième nationalité inscrite dans les collections du musée, c'est la nationalité américaine au sens large, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et que ça pouvait être intéressant. Donc voilà, ce portrait de George Washington fait par Serraki à la fin du XVIIIe siècle, qui est un des portraits faits sur le modèle vivant, on dirait pas du tout quand on le regarde, mais il est allé aux États-Unis faire le portrait de Washington, et puis l'une de ces magnifiques... je ne sais pas si c'est un dépôt ou une acquisition, puisque aussi Nantes a été un des rares musées dans les années 90 à défendre la peinture. Jonas Storv était à l'époque le conservateur, le responsable chargé de l'art contemporain, et il aimait la peinture. Donc c'est une des chances du musée, c'est d'avoir une très très belle collection de peinture contemporaine. Voilà, puis dernier point, je vais conclure assez vite, un musée-ville, mais j'ai déjà parlé du fait que ce qui m'a beaucoup frappé, voilà, c'est ce musée complètement
ancré, mais comme le château, différemment, mais comme le château est un lieu très symbolique de la ville et doit jouer bien sûr de cette symbolique et de cette proximité. La chance qu'on a, c'est que c'est une ville instable. C'est une ville qui ne sait jamais où elle habite, qui ne sait pas bien si elle est de la mer ou de la terre, si elle est bourgeoise ou révoltée. Et du coup, cette instabilité va nous nourrir et on ne sera pas obligé de respecter une trop longue... et c'est sans doute pour cela que cette incursion de l'art contemporain a été possible dans ce musée, parce que cette ville ressent profondément et chaque jour son histoire d'instabilité, et ça en fait une ville moderne. Ce n'est pas un hasard si... L'idée du surréalisme est née à Nantes, qu'André Breton, on a eu une intuition pendant qu'il était à Nantes. C'est évidemment pas un hasard. Voilà, ça sera ma conclusion. Merci Sophie.